Salut à tous, vous avez été très nombreux à me demander comment j'avais importé ma Plymouth Roadrunner, combien ça m'avait coûté, où je l'avais trouvé. L'importation de voitures américaines, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, mais je l'ai revu et c'est vrai que je m'aperçois que j'ai peut-être été trop vite sur certains points. Donc je vais remettre tout à plat et vous expliquer toutes les étapes de l'importation de ma Plymouth Roadrunner. Dans mon cas, l'importation de la Plymouth Roadrunner a été exceptionnellement longue et galère pour deux raisons. La première, un caractère en trop sur le numéro de série inscrit sur la carte grise américaine. Et la deuxième, Covid. La première raison, c'était pas une surprise, je l'avais vu à l'achat. Effectivement, sur la carte grise américaine, il y avait un caractère en trop sur le numéro de série. Et je les ai vérifiés, ces numéros de série sur la voiture, ils étaient bons, ils avaient le bon nombre de caractères, donc c'était à 90% une erreur administrative. Pour un Américain qui l'achetait, c'était pas forcément un problème, mais pour un Européen comme moi qui devait importer le véhicule, avec le passage aux douanes, c'était un petit peu obligé d'avoir le numéro de série de la carte grise qui collait avec le numéro de série sur la voiture. Tu peux toujours jouer et te dire, ça va peut-être passer, mais franchement, j'avais pas envie de jouer. Au pays de la bagnole et des DMV qui officialisent le jour même les changements de proprio, pour moi, ça allait être une formalité. Sauf que, Covid. Du coup, avec les DMV, tout se fait sur rendez-vous et pas mal d'organisations sont complètement désorganisées avec ce contexte sanitaire. L'erreur a pu être corrigée, mais ça m'a quand même coûté une carte grise supplémentaire au nom d'un ami sur place. Et derrière, ça a mis énormément de temps, rien que le passage d'un service à l'autre. Et les délais ont été sans cesse rallongés, j'ai vraiment cru que ça allait mal tourner. Du genre, qu'on m'apprenne que la voiture a été volée, ou qu'elle était classée épave, ou qu'à la base c'était tout simplement une Plymouth Satellite en 6 cylindres. Je vous dis pas l'angoisse! Finalement, la carte grise corrigée est arrivée comme une fleur début 2021, juste après les fêtes, comme pour bien démarrer l'année 2021. Allez, je reviens au tout début de l'histoire. Après avoir laissé tomber une Plymouth Cuda 70 qui finalement s'est avérée trop onéreuse en restauration, je me suis réorienté vers un modèle qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, une Plymouth Satellite 1971 à 1972. J'étais un peu resté sur ma faim après une visite d'une Satellite 72 qui était à vendre en France. Là encore, le vendeur avait pas mal sous-estimé les travaux de restauration, et ça c'est souvent le même problème qui revient, donc soit le vendeur est de bonne foi mais il a pas de grande connaissance, donc en fait il sous-estime l'ampleur des travaux, soit il est vraiment de mauvaise foi et il noie un peu le poisson, ou alors il a vraiment, ce que j'ai vu dans certains cas de vendeurs français, une conception très différente de ce qu'on appelle une voiture saine. Bref, du coup je me remets en quête d'une Plymouth Satellite, en privilégiant le marché français ou pays limitrophes. Pourquoi ? Parce que le marché de la Mopar de cette période aux US, c'est un peu la foire à tout, la foire à la spéculation, la foire aux merguez. C'est très difficile de trouver de beaux spécimens à des prix, on va dire, raisonnables. On trouve beaucoup de modèles très recherchés, maquillés, mal restaurés et surtout à des prix explosifs. Donc acheter une Mopar des bonnes années, c'est-à-dire fin années 60, début années 70, ça demande encore plus de vigilance que pour pas mal d'autres modèles de voitures américaines. Surtout avec un budget limité comme le mien. Mais en discutant sur Facebook avec quelques passionnés français comme Sylvain Rollin qui est un mordu de Mopar, je me suis finalement rendu compte que je pouvais viser un peu plus haut qu'une Satellite de base, voire même peut-être une Roadrunner, si je fais importer et que je cherche au bon endroit. Parce que finalement, si on sort des gros sites américains d'annonces les plus connus, où il n'y a pas de Mopar potable en dessous de 40 000 $ en gros pour les bonnes années, on trouve des prix beaucoup plus réalistes. Il y a un paquet de groupes Facebook Mopar américains où des passionnés s'échangent, se vendent entre eux des satellites, des Roadrunners ou pas mal d'autres modèles Mopar d'ailleurs à des prix vraiment beaucoup plus raisonnables et dans tous les états possibles. En parallèle, je continue aussi à consulter l'équivalent du Leboncoin aux États-Unis, Craigslist, sur lequel j'ai déjà fait quelques bonnes affaires comme mes ex Mercury Cougar et Buick Skylark, et j'ai donc flashé sur cette Roadrunner bleue à vendre dans l'Oklahoma. Peinture d'origine cramée par le soleil, le moteur d'origine, le 383 avec la bonne gamelle de filtre à air, les cache-culbut d'origine, les jantes d'origine, et un intérieur bleu refait comme à l'origine. Tous ces petits signaux vraiment qui me laissaient penser que c'était une bonne caisse, vraiment intéressante. Pas de modif à la con, et une caisse qui a vraiment l'air dans un bon jus d'origine. Typiquement la caisse qui m'inspire confiance. C'est le fils du propriétaire qui se chargeait de la vente, et il était prêt à la céder pour 15 000 $. Manque de bol, il était pas du tout réactif, et quelques jours après, la voiture était déjà vendue. Sauf que, quelques jours après, je retombe sur la même voiture, sur un des groupes Facebook américains que je suivais, et cette fois-ci affiché à 22 500 $. Encore merci à Nicolas d'ailleurs qui m'a tagué sur la publication. Ce qu'on appelle là-bas un flipper a donc acheté la bagnole pour la revendre ensuite plus cher et se faire un billet dessus. J'ai été deg, mais en même temps j'aurais jamais pu l'acheter au premier propriétaire qui avait 2 de tension et qui envoyait aucune photo. Il y avait vraiment qu'un gars du coin pour l'acheter. Les photos du nouveau proprio me permettent de m'apercevoir que la voiture est quand même dans l'état que j'imaginais, elle est vraiment saine.
Et bon, je flash sur la config, sur la couleur, donc vraiment, je me dis qu'avec une petite négo, elle peut encore valoir la peine cette voiture. Le seul problème, c'est qu'il est hors de question d'acheter ce genre de bagnole sans inspection, et pour le coup, je connais personne dans ce coin d'Amérique pour aller la voir. La plupart des pros sont sur la côte est ou ouest, mais alors au fin fond de l'Oklahoma, franchement, je vois pas qui peut aller la voir. Puis je me rappelle d'un certain Xavier Borkowski de la société Vintage Texasco, qui est justement au Texas dans l'état voisin. Je connais pas trop sa réputation, mais je sais qu'il gère un gros groupe Facebook français de voitures américaines, il s'appelle Fan de voitures américaines, et sur lequel je suis aussi. Il a l'air assez carré et pas mal au courant de toutes les magouilles qu'il y a dans le milieu de l'importation en France, dont beaucoup de ses membres témoignent justement sur le groupe. Je le contacte et le courant passe bien. Et rapidement, il m'envoie un devis pour inspecter la voiture 2 jours après, dans l'Oklahoma, donc état voisin du Texas où est basée sa société. La presta m'a coûté dans les 600 €, donc 250 € pour l'inspection complète avec un essai routier et un FaceTime, plus les frais kilométriques. Je le paye, je lui envoie les coordonnées du vendeur, et 2 jours après, il était sur place pour me faire comme prévu une visio via WhatsApp pour me faire le tour complet du véhicule en live. Ça m'a permis de lui poser des questions en direct et de lui demander vraiment de me montrer des points précis du véhicule pour vérifier certains éléments. Sa visite, elle s'est conclue par un essai routier, puis derrière, il m'a dressé un bilan positif de la voiture, donc on est parti rapidement sur une négo. On s'est donc entendu sur un prix final de 19 000 $. J'ai aussitôt envoyé un acompte au vendeur via PayPal pour bloquer la vente, et Xavier a fait les papiers, a signé les papiers dans la foulée avec le vendeur et m'a envoyé toutes les copies par email. Et le lendemain, première heure, j'étais à ma banque pour virer la totalité de la somme restante. Avec le cours euro-dollar du moment, elle m'a coûté environ 16 000 €. Ensuite, on passe au transport. Xavier de Vintage Texasco propose aussi des importations complètes jusqu'au transport des États-Unis jusqu'en Europe, jusqu'en France notamment. Mais dans mon cas précis, je connaissais la suite des procédures, j'avais déjà mes bonnes adresses, donc j'ai géré moi-même la partie transport. Une fois que le vendeur m'a confirmé l'arrivée des fonds, j'ai contacté directement le transporteur Olympia Logistics, qui est basé à Miami. C'est la société qui avait déjà transporté ma Buick. Ils sont sérieux, réactifs, pas très chers et ils m'ont été chaudement recommandés par des pros de mon entourage. Ils se chargent de tout le transport terrestre et maritime des États-Unis jusqu'à un port européen. Ils ont donc envoyé un premier transporteur pour acheminer à Roadrunner de l'Oklahoma jusqu'à Miami, ça m'a coûté 900 €. Puis dans un container de Miami jusqu'au port de Rotterdam aux Pays-Bas, et ça m'a coûté 800 €. Ensuite, le dédouanement. Ma voiture n'est pas directement arrivée dans un port français, mais aux Pays-Bas. Le transporteur Olympia Logistics a l'habitude de bosser avec des transitaires hollandais ou belges. D'ailleurs, mon ex-Buick était passé par le port d'Anvers en Belgique. Certains pros privilégient aussi les ports hollandais ou belges par rapport aux pros français pour leur efficacité. Mais je vais pas rentrer dans ce débat. Pour moi, c'est une tranquillité d'esprit parce que j'ai déjà bossé avec Olympia Logistics et je sais qu'il a confiance en ces transitaires-là. Sauf que les règles du jeu ont changé et que depuis, je crois, il y a 2 ans, la TVA réduite sur les véhicules de collection, elle est passée de 6 à 9% aux Pays-Bas. Une petite surprise dont je me serais bien passé. Pour info, en France, la TVA réduite sur les véhicules de collection, elle est de 5,5% et de 6% en Belgique. Allez hop, 500 balles de plus. Et c'est le transitaire hollandais Marlock Car Handling qui s'est occupé du coup de cette dernière étape de dédouanement pour la Plymouth Roadrunner. Ils ont l'habitude de bosser avec Olympia Logistics et ils ont vraiment une très bonne réputation dans le milieu. Ils sont occupés du déchargement, du check-up complet de la voiture, de son stockage, de toute la paperasse pour justement certifier l'état collection de la voiture, son statut collection, et également gérer le fameux passage aux douanes. Au total, Marlock m'a donc facturé 1500 € de TVA, plus 500 € de frais de déchargement, d'entreposage et d'autres paperasses, et enfin 150 balles de paperasse et d'examen pour les douanes. J'arrondis les chiffres un peu au-dessus, comme ça vous aurez pas de surprise dans vos estimations. Maintenant, il me reste plus qu'à remplir le dossier d'attestation FFVE qu'on trouve directement sur le site de la FFVE, que je vous mets en dessous, pour obtenir le certificat de carte grise collection. Ensuite, contrôle technique, et demande de la carte grise collection directement sur le site de la NTS, avec ce fameux certificat FFVE et mon certificat de contrôle technique, même en contre-visite. Faut absolument que j'insiste sur un point important, n'achetez surtout pas une voiture que vous n'avez pas vue ou que vous n'avez pas fait inspecter. C'est beaucoup trop risqué. Parce que retaper une caisse pleine de surprises peut vous coûter beaucoup plus cher à la fin. En regardant cette vidéo, vous allez peut-être vous dire que finalement ça vaut pas le coup de passer par un importateur qui vous coûtera forcément un peu plus cher, mais sincèrement, avec un importateur, un bon importateur, vous vous payez aussi une tranquillité d'esprit. Dans mon cas, j'ai géré plusieurs prestataires, mais c'est quand même du stress. Faut être réactif, répondre vite aux mails, au téléphone, en anglais, envoyer des virements à gauche à droite, s'assurer que tout s'enchaîne bien à chaque étape et prier pour qu'il n'y ait pas d'imprévu. Donc passer par un pro compétent pour l'ensemble de la prestation, la recherche, l'inspection, le transport, ça offre un confort quand même non négligeable. Je vous remets ma liste d'importateurs français de confiance parce qu'il y a vraiment trop de magouilleurs dans ce business.
c'est l'heure du bilan. Au total, cette Roadrunner m'aura donc coûté un peu moins de 22 000 €. La réalité, c'est que dans mon cas, j'ai quand même dû aligner quelques billets en plus, pour faire une carte grise américaine supplémentaire, pour faire sa rectification, sans compter le transport Rotterdam-Île-de-France sur lequel j'ai finalement pas eu de plan. Mais maintenant qu'elle est arrivée et que j'ai pu en faire le tour, je peux enfin dire que j'ai fait une bonne affaire. Elle est saine et matching number, et malgré ses défauts de carrosserie, au moins elle cache pas ses défauts. Elle réservera moins de surprises qu'une resto faite à la va-vite. Je suis pas expert du marché des Roadrunner, mais j'ai pu constater vraiment de gros écarts de prix sur ces modèles années 1971 à 72. Il y a énormément de critères qui vont faire varier le prix, l'état, la configuration proche de l'origine ou non, les motorisations, le fait que ce soit une boîte auto ou manuelle, les couleurs, les équipements. Un modèle comme la mienne en bon état de présentation, juste saine et présentable, ça se négocie autour de 30 000 $ entre particuliers. Mais ça peut encore monter si on est sur une resto dans les règles de l'art avec des pièces d'origine. Je préfère vous prévenir, trouver une Roadrunner dans le même état que la mienne, c'est pas courant. On trouve plus facilement de la Roadrunner pourrie avec rouille perforante à reprendre, à restaurer de A à Z, de la Roadrunner restaurée à la va-vite sous une belle peinture toute fraîche, mais l'entre-deux c'est beaucoup plus rare. On passe donc d'un budget moyen à moins de 10 000 pour une Roadrunner quasi épave, à autour de 30 000 pour une Roadrunner en état correct, mais pas concours et pas toujours matching number. Après on passe à des prix encore supérieurs pour des GTX encore plus rares, en 440, 440 six-pack, donc 3 carbus de corps, ou la rareté absolue, l'ultime version EMI. Celle-là, elle est juste inestimable. Au-delà de son état, le modèle que j'ai déniché m'intéressait pour plusieurs raisons. 1971, c'est la dernière année du mythique V8 383, un big block fiable et performant qui a vraiment fait la réputation du groupe Chrysler. L'année suivante, en 72, il est remplacé par un 400 Ci qui est plus pépère pour répondre aux nouvelles normes de pollution. Une des autres raisons qui m'a fait craquer sur ce modèle, c'est ce duo de couleur bleu, intérieur bleu, qui est peut-être une des configs les plus courantes à l'époque, mais j'adore. C'est hyper représentatif des mopards de cette période. Et puis la bande blanche avec le Roadrunner, ça ressort juste super bien sur ce bleu. Vraiment, une fois repeinte dans son B5 Blue d'origine, elle va être juste magnifique. Autre argument aussi, elle a des options dont je peux plus me passer. C'est des choses qui peuvent faire rire aujourd'hui, mais qui n'étaient pas forcément courantes comme option en 1971. Je pense à la direction assistée, au disque à l'avant assisté, et surtout à la clim. Un détail par contre qui fait pas l'unanimité mais que j'adore perso, c'est la boîte automatique avec le levier au volant. On trouvait aussi des Roadrunner 1971 avec la boîte manuelle 4 rapports, qui est plus rare et plus appréciée par certains collectionneurs. Et cette boîte, elle donne un caractère plus sportif à la voiture, elle change radicalement quand même son comportement, c'est plus brutal, c'est fun, mais perso je sais que pour avoir essayé sur quelques américaines anciennes, c'est une conduite qui est sympa, qui est rigolote, mais qui me fatigue pas mal sur la durée. Puis les ricains savaient déjà faire de la boîte auto costaud. Tu veux burner ? T'écrases l'accélérateur et puis le big block s'occupe de fumer les pneus. Tu veux rouler cool ? Tu chatouilles l'accélérateur et puis les rapports passent tout seuls. T'es en mode cruising. Sur une boîte manuelle de cette époque, avec des leviers qui demandent de la poigne et un guidage parfait, ça plus un embrayage particulier, souvent un peu dur, t'as l'impression de te taper un 24 heures du Mans en continu. Je préfère vraiment la polyvalence d'une bonne vieille boîte auto américaine. Pour la boîte auto, t'avais aussi le choix entre deux dispositions. Donc soit tu retrouvais comme la mienne, la position classique sur la colonne de direction comme sur les satellites de base, soit tu prenais l'option console centrale, et à ce moment-là, le levier était déporté sur la console. Dans ce cas-là, du coup, tu faisais aussi sauter la banquette qui était remplacée par deux sièges séparés. Une config qui est effectivement plus sportive et qui colle peut-être mieux à l'image qu'on a d'une Roadrunner. Mais en vrai, j'ai toujours un faible pour ces vieilles berlines à mémé qu'on voyait dans les séries télé. Me retrouver sur ma grande banquette 3 places et manier ce levier au volant, c'est vraiment l'image que j'ai de la voiture américaine depuis tout gosse. Donc what else ? Voilà pour ce petit éclairage. Dans la prochaine vidéo, je ferai avec vous le tour de la Plymouth Roadrunner, le tour des choses à changer, des défauts de la voiture et puis des pièces à commander. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut !